Alright, bienvenue à l'autre monde. OCS de François Martineau au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Ouais, c'est aussi ton blog, le chef à la Eh bien, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 23 avril 2012. Je me nomme François Marginan et nous serons ensemble pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'Alternative à Montréal et dans le monde. Alors voilà, l'entrée est faite. Alors bienvenue à cette nouvelle édition de l'Autre Monde. Et puis cette semaine, nous allons avoir évidemment, comme à chaque semaine, un programme extrêmement bien rempli. Nous allons évidemment faire le tour de l'actualité du monde. Il y a beaucoup de choses à toucher. État policier au Canada, on a plusieurs nouvelles par rapport au Moyen-Orient, et ainsi de suite, torture, terrorisme, et ainsi de suite. Et on a évidemment tout le temps sur la table le Japon, l'économie, la santé qu'on avait déjà commencé à aborder la semaine passée. Alors, encore beaucoup trop d'informations pour toute une émission, mais en tout cas, on va essayer de vous passer le plus important comme à chaque semaine. Et puis, tout se retrouve comme d'habitude sur les nouvelles internationales, qui est mon blog personnel. Alors, à chaque semaine... quelques jours là après la diffusion de l'émission, eh bien je mets en place là, toutes les sources des informations dont je discute ici. Alors c'est à vous après à aller chercher davantage, lire davantage, fouiller davantage pour faire votre propre idée sur ce qui se passe et puis sur les informations que je vous rapporte. Alors donc ça c'est bon pour le début de l'émission. Écoutez, il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler là pour commencer. On va commencer ici avec une citation fort intéressante que j'ai dénichée il y a quelque temps et puis que je tenais à vous rapporter et qui vous montre un peu la prise de conscience là, qui est en train de se faire à travers la planète là, par rapport à réellement qui est, si on veut, l'ennemi de l'humanité. Et qui continue de nous enfoncer un pieu à travers le corps pour, semble-t-il, nous détruire réellement. Ça semble être un peu excessif ce que je dis, mais vous devez comprendre que c'est réellement ce qui se passe dans un certain sens où on voit l'économie mondiale être démantelée, le terrorisme financé par les mêmes banquiers, les mêmes financiers internationaux. Ce genre d'élite mondiale qui se nomme elle-même le nouvel ordre mondial. Alors, ce ne sont pas des termes inventés dans le cerveau malade de conspirationnistes, mais bien des termes qui ont été inventés, mis de l'avant, qui sont
ensuite prononcés par une multitude de gens, autant comme les Gorbatchev que les Sarkozy, les Harper, les Bush, ainsi de suite. Alors Blair. Alors toute la gang comme ça, aussi bien aussi de gens comme Ted Turner, vous avez Maurice Strong, évidemment Al Gore, tous ces gens. Vous avez aussi bon plusieurs financiers qui parlent de ça, dont des médias aussi. Alors vous avez plusieurs circulations très importantes là, comme des publications en réalité là, comme le Financial Times, ainsi de suite, où le terme a été rapporté. Alors je vous arrive avec cette citation là qui vient en fait des ce qu'on appelle des congressional records. Alors ce sont des choses là, qui viennent des archives congressionnelles aux États-Unis. Qui ont été enregistrées lors du 77e congrès, 4e session, un document du Sénat numéro 346 et publié en 1923. Et puis on parle ici de la Première Guerre mondiale. Alors je vais vous la lire en anglais et puis après ça je vais vous la traduire là. Du mieux que je peux, et puis vous allez comprendre un peu l'essence de cette citation et puis de son importance. Alors vous voyez que ça ne vient pas encore là d'un personnage quelconque là qui délirait dans son sous-sol, mais plutôt, comme je vous dis, là, en réalité, carrément des archives congressionnelles, donc du gouvernement américain. Alors la citation va comme telle: The responsibility for the last World War I rests solely upon the shoulders of the international financiers. It is upon them that rests the blood of millions of dead and millions of dying. Alors, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que la responsabilité pour la Première Guerre mondiale repose seulement sur les épaules des financiers internationaux. Et puis c'est sur leur épaule, en fait, sur leur dos que repose, en fait, que repose le sang de millions de personnes qui sont décédées et qui en mourraient suite à ce conflit. Alors, vous allez voir, c'est vraiment un fil conducteur là de pas mal ce qui se passe depuis 2011-2012 et puis de ce qu'on discute ici sur l'autre monde, mais c'est pas parce que l'autre monde en discute que comment je veux dire que ces choses-là se révèlent. En réalité, ces choses-là se révèlent de par elles-mêmes à travers la population mondiale. Et puis, ça a été d'ailleurs le fil conducteur de plusieurs mouvements, dont Occupy Wall Street, ainsi de suite. Les gens sont en train de se rendre compte que la plus grande menace pour l'humanité, le plus grand ennemi de l'humanité, la dernière guerre qui nous reste à mener, c'est vraiment l'humanité contre ces banquiers internationaux privés qui nous contrôlent à travers un système d'esclavagisme, d'esclaves en réalité. Nous sommes les esclaves économiques de leur système, un système qui est réellement une pyramide de Ponzi, basée sur la dette, et qui réellement est une fiction pour nous tenir réellement esclaves de ces gens-là à travers la dette. Alors, les pays en entier sont tenus dans cet étau de la dette et puis là, on est en train de resserrer cet étau pour finalement, si vous voulez, presser le plus possible la richesse de la population mondiale pour la concentrer dans les poches d'une élite formidablement riche et puissante, une élite mondiale de quelques centaines de familles qui contrôlent la grande majorité des richesses du monde. Et puis après ça, on vient vous dire que les étudiants doivent faire leur juste part pour payer et contribuer. Alors, voyez un peu la débilité de toute cette histoire-là. Alors, la population est en train de s'en rendre compte. Et puis, les gens sont en train de comprendre aussi réellement qui est à travailler contre eux, à les déstabiliser, à déstabiliser la population mondiale, la classe moyenne, le peuple, 99,9% de la population, qui est en train de l'appauvrir, qui est en train de la faire souffrir. Quand on dit qu'on a le 2 tiers de l'humanité, de la population mondiale qui a de la misère à manger tous les jours, là, il y a un problème. Je me rappelle plus c'est quoi les chiffres exacts, mais on a plusieurs milliers d'enfants. Je crois que c'est une vingtaine de milliers. Mais j'ose pas avancer des chiffres, là, parce que ça a évolué depuis le temps, mais écoutez, il y a plusieurs milliers d'enfants qui meurent par jour de malnutrition.
Et puis, ce n'est pas parce que la planète est trop populée, arrêtée là avec la surpopulation mondiale, et ainsi de suite là. Ça n'a rien à voir là. On a établi de plusieurs façons là que euh, la population mondiale pourrait être aisément nourrie et puis vivre très bien là avec toutes les richesses que la planète Terre contient là. Et puis on pourrait même j'ai regardé un documentaire récemment qu'on montrait que la population mondiale pourrait très bien vivre dessus un très gros lopin de terre. Tout le monde, les 7 milliards là, de l'humanité, vivre ensemble sur le territoire grand comme l'Australie, puis même certains avancés même sur un territoire grand comme le Texas. Alors, ce n'est pas un problème de surpopulation, c'est un problème de répartition de la richesse qui est concentré entre les mains d'une élite qui contrôle depuis belle lurette un système élitiste composé de banquiers internationaux, de familles royales, de familles extrêmement riches, qui contrôlent depuis très longtemps la richesse du monde, la vraie richesse, et qui l'extrait des sols, et qui l'extrait par le labeur des hommes qu'on exploite à travers le travail d'une certaine façon forcé, parce que les gens sont plongés dans un système économique qui est voué à l'échec, qui est voué à l'écroulement et à l'appauvrissement en général. Alors les gens se soulèvent, les gens se mobilisent de plus en plus, comme on voit les grèves un peu partout, les grèves générales autant en Grèce, en Espagne que dans d'autres pays. Ici, c'est les grèves étudiantes qui continuent. On est rendu à quoi? La semaine 9 ou 10 ici, là. Une grève importante contre la hausse des frais de scolarité. Chapeau aux étudiants. On va revenir sur ça très bientôt. Ben, allons-y d'ailleurs, pourquoi pas vider le sujet. Il se passe des affaires tellement incroyables. La bête révèle son vrai visage. On voit ici tous les efforts pour démoniser et miner le moral des étudiants en essayant de les faire croire que la population les soutient de moins en moins et que ils ont de moins en moins d'impact alors qu'on sait que la grève étudiante fait trembler l'ordre établi même ici au Québec. Et puis ben là vous avez ce grand innocent de John James Charest qui a lâché un gros morceau cette semaine et puis qui vient de redonner toute la justification, la crédibilité et puis la motivation de poursuivre ces grèves étudiantes et puis même de les amplifier en une grève générale probablement de la population qui est justifiée maintenant avec ce méprisant personnage qui est rempli de mépris, pu dans son cœur. C'est incroyable, ces gens-là. J'ai peine à croire que ces gens-là peuvent être heureux et peuvent dormir dessus leurs deux oreilles, mais écoutez, Jean Charest qui donnait un speech à une convention cette semaine à Montréal par rapport à son plan Nord, alors un plan gigantesque là, pour supposément relancer relancer. En fait, c'est un plan économique. Alors, ces politiciens-là sont pris des idéaux de grandeur et puis sont des mégalomaniaques, hein, donc ont besoin de laisser des traces vaniteuses dans l'histoire. Et puis, on veut partir un plan Nord, en fait, qui est une bonne façon d'attraper, d'attirer toutes sortes de pots de vin, de corruption de lobbyistes, ainsi de suite. Et puis, les étudiants sont allés manifester dans le hall où même Jean Charest devait se présenter. Et puis, dans le hall du bâtiment, là, je veux dire. Et puis, là, vous avez ce méprisant personnage qui a déclaré quelque chose du genre, il voulait faire une boutade qui avait un peu bien commencé à mon avis, en disant que, voyez, le plan Nord, ça fonctionne tellement qu'on se rue dans le hall d'entrée. Alors, il faisait un peu de moquerie par rapport aux étudiants qui étaient entrés. Mais le méprisant personnage ne s'est pas arrêté là, il s'est poursuivi. En fait, a poursuivi en disant que ça serait peut-être une bonne occasion pour leur offrir des emplois à ces fameux étudiants et puis les envoyer très loin dans le Nord, très loin. Alors, pour s'en débarrasser, et puis après ça, il est parti à rire d'une façon vraiment condescendante, ce qui vient carrément montrer à la face de toute la population québécoise encore là, le mépris que ce personnage-là a pour la population, pour les gens en général. Le détachement qu'il a, l'insensibilité incroyable, je veux dire, il n'en a rien à foutre, n'est pas un représentant du tout de la population. C'est un personnage grossier, je veux dire, et puis j'assume mes mots, là, je veux dire,
réellement, là, faire des affaires comme ça, je veux dire, un personnage politique perd toute sa face et puis devrait même démissionner. On devrait s'occuper de son cas pour que ce personnage méprisant des Québécois et puis de la prochaine génération là soit enlevé du pouvoir, un personnage qui ne respecte pas et qui n'a rien à foutre de la population québécoise, disons-le. On voit de plus en plus d'annonces à la télévision, j'en voyais encore en fin de semaine, des annonces, des publicités financées par le gouvernement du Québec, donc ça veut dire à même les fonds publics. Et puis, vous savez, des campagnes publicitaires comme ça à la télévision, ça coûte des millions de dollars, là, hein? Alors, on dépense cet argent-là pour essayer de se redorer l'image, hein, parmi la population québécoise. Alors, essayer de les laver du cerveau, là, vraiment, de les lobotomiser, hein, pour se faire voir comme étant un gouvernement qui s'occupe de l'économie, qui a bien l'éducation, ainsi de suite, alors que c'est tout le contraire. Alors, c'est vraiment incroyable de dépenser des millions de dollars des fonds publics comme ça, de vos taxes. Alors, pendant ce temps-là, après ça, les autres, ils disent qu'il faut augmenter les taxes sur à peu près tout parce que là, il manque d'argent. Mais après ça, ils dépensent des millions de dollars pour essayer de nous laver le cerveau en nous faisant croire exactement l'opposé de ce qui est en train de se passer. Un gouvernement qui est en train de détruire l'économie québécoise. On voit la corruption endémique partout dans le système. On voit toutes sortes de scandales qui continuent de s'approfondir. La supposée commission là, de Charbonneau par rapport à la corruption dans les chantiers de construction, ainsi de suite. Les contrats qui sont octroyés par le gouvernement québécois à toutes sortes de corporations reliées avec des milieux mafieux, du crime organisé, ainsi de suite. La situation qui est loin de s'améliorer. Et puis pendant ce temps-là, on se traîne les pieds, on s'accuse l'un l'autre avec les services de police, la GRC, ainsi de suite. Pendant ce temps-là, ben des gens ont le temps de détruire leurs traces, détruire les documents incriminants, ainsi de suite. C'est une vraie honte, c'est une totale honte. Après ça, on ose prétendre que c'est un état d'ordre, l'ordre, hein, le droit, ainsi de suite, qui est censé régner dans cet état-là est absolument illusoire, est une menterie, un mensonge. Alors, évidemment, la population est en train de se rendre compte de tout ça. Et puis là, ben, vous avez différents gouvernements qui sont en train de paniquer. Vous avez ici une nouvelle qui parle de Harper, Stephen Harper, le gouvernement du Canada, qui, lui, monitore toutes les, ce qu'on appelle les chat rooms. Alors, ces fameux endroits où ces forums où les gens peuvent échanger. Et puis, particulièrement ceux qui parlent de politique. Ok, alors, vous avez le gouvernement de Harper comme ça qui suit tous les messages en ligne sur Internet, les messages politiques, et qui vont jusqu'à même corriger ce qu'ils considèrent comme étant de la désinformation. Ben oui. Les gens au gouvernement prennent les choses beaucoup trop loin puis traversent la ligne de l'acceptable. Ok. Vous avez même le gouvernement Harper qui, sous un programme pilote, a payé une compagnie médiatique 75 000 $ pour suivre et répondre à des gens qui postent des messages sur l'Internet. Particulièrement dans ce cas-ci à propos de la chasse contre les phoques sur la côte Est. Alors, quand même assez particulier. On vous suit partout où vous allez et venus sur l'Internet. Et puis d'ailleurs, je vous ai laissé 2 articles fort intéressants justement pour vous protéger un peu de ça. Vous avez un article ici qui s'appelle Comment divorcer de Google. C'est en anglais, mais vous avez des liens dans l'article que vous pouvez aller cliquer, dont un qui s'appelle Select Out. Alors vous allez voir dans un paragraphe, là, c'est un lien actif, Select Out. Un qui s'appelle Ghostery. Et puis ces trucs-là sont excellents. Vous les installez sur votre browser, là, sur votre navigateur. Et puis, ces trucs-là vont vous protéger contre la plupart des cookies, mais ce qu'on appelle des super cookies, que les différents sites que vous visitez installent sur votre navigateur. Alors, on peut se prémunir contre cela. Puis vous avez Ghostery, lui, qui est super bien fait aussi pour bloquer toutes sortes d'affaires là, de publicité, des cookies de compagnies aussi publicitaires qui suivent vos allées et venues sur Internet, qui bâtissent des profils sur vos allées et venues sur l'Internet et qui vous ciblent avec des publicités, et ainsi de suite. Alors, ces trucs-là vont vous protéger. Vous avez le choix après ça de mettre tout simplement à off
toutes sortes de cookies puis de mécanismes pour suivre vos allées et venues sur Internet. Vous en avez un autre ici aussi de Raw Story, c'est un site là, qui parle de comment cacher vos courriels du gouvernement. Alors ça aussi c'est assez intéressant, peut être très utile là, pour protéger vos courriels qui sont maintenant même admis publiquement là, par différentes organisations, différents départements du gouvernement. On suit, on lit vos courriels, on emmagasine, on enregistre toutes vos communications électroniques, alors autant cellulaires, les textos, les courriels, et ainsi de suite, ce que vous dites sur les forums. Alors, il y a moyen de se protéger de ça. Alors, je vous laisse explorer ces différents trucs-là. Alors, vous avez eu des manifestations, comme je dis, assez importantes encore cette semaine à Montréal. Violence qui a fait éruption dans différentes manifestations étudiantes. Évidemment que ces manifestations violentes blâmées sur les étudiants n'ont plus aucune crédibilité depuis les dernières années où on a pincé à plusieurs reprises des corps policiers, des services secrets infiltrés les rangs des manifestants pour faire de la casse, pour de faire des trucs violents, et puis après ça, ça sert évidemment au pouvoir en place pour démoniser ces manifestants, ces manifestations, bien souvent à l'origine pacifique, et les faire dérailler. Et puis après ça, vous avez des gens méprisants comme John James Charest pour les ridiculiser et faire des remarques condescendantes à leur endroit. Et puis, on utilise évidemment de plus en plus de violence de la part des autorités pour justement mater, opprimer, si vous voulez, ces manifestations, autant ici en Amérique du Nord qu'en Europe, que dans d'autres pays comme aux États-Unis, en Australie, et ainsi de suite. Ici, vous avez un exemple encore de ces fameux poivres de Cayenne qui ont été utilisés par les forces policières contre une trentaine d'étudiants du collège de Santa Monica en Californie qui, eux autres, manifestaient contre des plans d'augmenter les prix encore là des cours. Alors, vous voyez, là, c'est pas juste ici au Québec que cette lutte se poursuit. Vous avez en Angleterre, c'était la même affaire. Alors, on va essayer de stigmatiser la résistance à l'autorité de différentes façons. On va même jusqu'à la diagnostiquer comme étant un désordre mental. Alors, vous avez l'édition courante là du ce qu'on appelle le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Alors, vous avez le manuel on pourrait appeler ça le manuel des diagnostics et statistiques des désordres mentaux. Alors, vous avez maintenant listé dans les types de désordres mentaux la résistance à l'autorité. OK? Alors, ça, c'est maintenant diagnostiqué comme étant une maladie mentale. Alors, si vous vous opposez aux politiques complètement débiles de votre gouvernement, alors on peut vous catégoriser comme étant quelqu'un qui est dérangé mentalement. Alors, n'oublions pas que d'ailleurs, dans l'ancienne Union soviétique, les différences d'opinion, qu'elles soient rationnelles, logiques et même pacifiques, qui avaient des différences d'opinion avec le gouvernement d'État, était vu et traité comme étant une forme de maladie mentale. Et puis, on se servait de ce prétexte-là pour évidemment enfermer des quantités de gens assez impressionnantes dans des institutions mentales pour finalement indéfiniment, là, pour avoir eu la témérité d'avoir eu une différence d'opinion avec le gouvernement central. Vous avez d'ailleurs aux États-Unis un peu la même affaire qui est en train de se produire avec le président Obama qui a signé et qui a fait une loi maintenant, ce qu'on appelle la NDAA. Alors, il a signé ça au début de l'année et puis qui donne au président, chaque président, le droit d'avoir l'armée américaine, d'arrêter, de mettre sous arrestation les citoyens américains puis de les détenir de façon indéfinie. Et puis, si ce n'est pas dans une institution pour maladie mentale, alors dans une prison pour le reste de leur vie, sans aucun processus légal. Et puis ça a été couché dans une loi qui est tellement insidieuse que, en fait, on y retrouve un langage qui est écrit, qui est tellement large et mal défini que n'importe qui avec, si vous voulez, une différence d'opinion
qu'elle soit pacifique et aussi bien raisonnée qu'il soit, mais qu'elle soit en fait une grande différence d'opinion avec le gouvernement central, donc le gouvernement fédéral aux États-Unis, peuvent être arrêtés puis enfermés à vie. OK? C'est en train de se passer directement aux États-Unis. Alors, on prépare la population, on l'adresse, hein, on l'habitue à être d'obéissants esclaves. Et puis là, vous avez un article ici qui parle de 10 exemples dégoûtants de comment on est en train d'entraîner les enfants aux États-Unis, les jeunes enfants. Alors, vous avez des jeunes enfants qui, même à l'école, sont mis sous arrestation, on leur passe les menottes et sont brutalisés par la police. Alors, on a eu un cas la semaine passée d'une jeune fillette de 6 ans qui, écoutez, elle est en train de faire une petite crise à l'école, là. Alors, vous savez, les enfants, c'est pas la première fois que ça fait des petites crises, là, hein? Des fois, ils vont pas bien, les enfants, là. Et puis, écoutez, on a appelé la police, puis pouf, la police, là-bas, il a passé les menottes, imaginez. Claire, on a passé la menotte à un enfant de 6 ans. Et puis, on l'a amené à la police, à la station de police. Alors, c'est la façon qu'on traite maintenant les enfants aux États-Unis. Comme si l'enfant, la petite fillette, représentait une menace qui n'est pas possible de contrôler par des officiers, hein, des hommes qui sont entraînés pour être des agents de police. Alors, réellement, là, une autre nouvelle assez renversante ici où on parle d'Israël qui se trouve au 2e rang par capita pour le nombre de journalistes qui sont emprisonnés. Alors, vous voyez, dans le domaine du scandaleux, on poursuit, là, vous voyez, vous avez le comité qui est en place pour protéger les journalistes qui publient eux autres à chaque année, là, un genre de liste là, qui met toutes les nations qui emprisonnent les journalistes. On fait une liste de ça avec une genre de compilation, puis on les place à différents rangs. Et puis, vous avez Israël qui arrive au 2e rang et qui arrive juste derrière l'Érythrée dans les sociétés qui sont les plus contrôlantes. Alors, vous avez par capita Israël qui a emprisonné plus de journalistes même que l'Iran. Okay? Alors, il faut situer les choses où elles sont. Vous avez la Chine qui fait pas mieux, qui a bloqué tous les sites internet étrangers. Alors, vous avez eu un genre de relent là ces derniers temps là du régime en place pour renforcer la censure et puis qui ont carrément là, renforcé là, ce qu'on appelle le Great Firewall of China et qui ont intensifié là brièvement la semaine passée là un blocus là, de tous les sites étrangers sur Internet. Une bonne nouvelle ici, vous avez la Cour suprême au Canada, elle qui a demandé au Parlement de retravailler, de réécrire sa loi sur l'écoute électronique. Alors, qui a forcé en fait tous les corps policiers d'ailleurs à cesser momentanément toute l'écoute électronique qu'ils font sans mandat. Alors, quand même une bonne nouvelle. Alors, eux autres, ces gens-là peuvent écouter votre ligne de téléphone sans mandat dans le cas d'une urgence, dit-on. Mais là, l'urgence, évidemment, hein, c'est tout le temps malléable. Et puis, ce qu'on peut nommer comme étant une urgence, c'est à peu près n'importe quoi. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on parle de la TSA aux États-Unis, qui est la fameuse agence privée qui assure entre guillemets, la sécurité dans les aéroports américains, qui sont en réalité là pour dociliser, rendre esclaves, pratiquer les gens à être de bonnes bêtes obéissantes et qui pratiquent en fait un système de sécurité qui est extrêmement invasif de la vie privée, même du corps, des organes génitaux, autant des hommes que des femmes, que des enfants, des personnes âgées, ainsi de suite. Qui sont des agents de la TSA j'ai un dossier énorme sur eux, énorme, des vols d'ordinateurs, d'argent, de bijoux, ainsi de suite, de bagages volés, des vrais bandits, quoi, des vrais bandits. Alors, vous avez un nouveau programme à Houston qui va placer maintenant des agents de la TSA et puis des officiers de la police sur des autobus. Et ils vont avoir le travail de fouiller des sacs, de surveiller pour des activités bizarres, si vous voulez, là, et puis interroger des passagers dans le but de supposément de diminuer le crime et le risque au terrorisme. Ben ouais.
Alors, c'est incroyable. Pendant ce temps-là, ben, vous avez toutes sortes d'agents de la TSA qui font des actes abominables. Ici, vous avez un agent de la TSA qui a menacé un vétéran de guerre, Homer Petty, et puis son partner de 85 ans, qui est en chaise roulante, et puis on l'a traité comme on l'a traité comme un terroriste à l'aéroport de San Diego. Alors, après ça, ben, lui, on lui a soutiré 300$. Alors, pouf, là, il a volé, un agent de la TSA, il a volé 300$. Alors, vous voyez un peu, là, comment ça se passe. La TSA, ici, un agent qui s'est fait prendre à voler des iPads et puis des bagages de voyageurs, ainsi de suite. Si vous avez une vidéo qui montre une femme qui s'est fait fouiller là, manuellement par un agent de la TSA, et qui, la femme, évidemment, pleurait, ainsi de suite, et puis se sent violée sexuellement aux mains des agents de TSA. Un autre ici, une modèle qui s'est faite fouiller par une femme, une agent de la TSA, qui, elle, a déclaré, je cite, je n'avais aucun doute à propos de sa préférence sexuelle. Alors, c'est Bar Raffaelli, qui s'est senti violé après s'être fait passer la fouille manuelle par une femme de la TSA. Alors, voyez un peu comment on traite la population de plus en plus. Big Government sur les stéroïdes. Vous avez un projet de loi au Sénat américain, le projet de loi 1813, qui est aussi connu sur le MAP 21, qui appelle au secrétaire d'État de révoquer ou de dénier un passeport à n'importe quel citoyen américain. Si vous avez un commissionneur de l'IRS aux États-Unis, donc qui est l'agence de collecte des impôts aux États-Unis, alors on est en train de, finalement, grosso modo, là, de faire en sorte que les gens aux États-Unis qui ne paieront pas leur impôt et qui ont raison de ne pas le faire, parce que premièrement, il y a réellement aucun amendement dans la Constitution qui permet à une agence gouvernementale de percevoir des impôts aux États-Unis. Ah, big surprise. Et puis après ça, big surprise, je veux dire, grosse surprise. Et pire que ça, en réalité, vous avez l'IRS, et puis j'ai les preuves indubitables, irrévocables, que l'IRS est une agence privée, c'est une corporation, une compagnie, imaginez-vous donc. Alors, les Américains qui ont toute raison de ne pas payer d'impôts à un organisme, en fait une compagnie privée, et qui achemine l'argent des impôts perçus des Américains dans les poches des financiers, des banquiers privés. OK? Alors, vous voyez là, la fraude totale ici. Et puis là, ben, les gens qui vont refuser de payer l'impôt, ben là, écoutez bien ça, vous allez avoir des gens qui siègent sur l'IRS qui vont pouvoir donner l'ordre au secrétaire d'État de révoquer et de dénier un passeport, empêchant ainsi les citoyens américains de voyager, de se rendre à l'extérieur des États-Unis. Ça, c'est pas une dictature ou un État totalitaire, je veux dire, il n'y a rien qui l'est. Okay? Ensuite, vous avez une nouvelle microchip, micropuce, hein, si on veut, qui peut savoir exactement où vous êtes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, vous avez Broadcom qui a révélé, mis sur le marché une nouvelle chip, une nouvelle puce pour les téléphones intelligents qu'on appelle, qui promet d'indiquer une localisation ultra précise, possiblement à l'intérieur de quelques centimètres, autant verticalement qu'horizontalement, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Alors, vous avez ce qu'on appelle la Broadcom 4752, une nouvelle micropuce qui va pouvoir vous suivre. Alors, on va évidemment l'intégrer dans vos téléphones cellulaires et puis il va être capable de recevoir des signaux là, via satellite, les tours de téléphone et puis les spots Wi-Fi, ainsi de suite. Alors, on va être capable de savoir où vous êtes en tout temps de façon extrêmement précise. Ensuite, vous avez des téléphones cellulaires ici, des utilisateurs qui peuvent utiliser leur téléphone cellulaire pour localiser les gens. Alors, on peut utiliser ça comme ce qu'on appelle un crowd soft control. Alors, un contrôle des foules. Ok. Alors, vous avez ici un article qui parle du fait que 80% des Américains maintenant possèdent un téléphone cellulaire et que ceci forme un réseau massif et qui offre aux scientifiques une quantité d'informations
infini, ainsi qu'un nombre infini de nouvelles applications, et qui, avec l'aide de ces utilisateurs de téléphone et de leurs différentes applications comme les caméras, puis les enregistreurs audio et puis d'autres applications. Alors, vous avez ces chercheurs qui permettent de voir des possibilités sans fin pour ramasser des quantités énormes de données à partir des services qu'on réussit à ramasser là, à travers toutes sortes d'applications et ainsi de suite là, pour finalement ramasser des données sur vous, sur votre vie, sur ce que vous faites, ce que vous achetez, les gens qui sont autour de vous, et ainsi de suite, ok? Assez incroyable. Et puis, pendant ce temps-là, ben, vous avez, j'en ai parlé sur une émission passée, le gouvernement qui achète des quantités incroyables. Là, on parle de centaines de millions, jusqu'à 750 millions de munitions. On achète des postes de checkpoint. OK, alors on va mettre des checkpoints sur les routes. On achète aussi des pilules pour les radiations. Alors, toutes sortes d'affaires bizarres qui sont en train de se passer aux États-Unis qui pointent dans une direction comme si le gouvernement se préparait à quelque chose d'assez important qui va se préparer assez bientôt. Alors, quand même assez spécial. Est-ce que le Homeland Security, le gouvernement fédéral aux États-Unis se prépare pour une guerre intérieure, un soulèvement social important? Je ne le sais pas, mais vous avez ici en tout cas quelques articles qui parlent de ces trucs-là encore une fois. 750 millions de munitions de calibre 40. Ce qu'on appelle des hollow point ammunition, alors des pointes vides et qui évidemment font plus de dommages à l'impact, alors quand même assez incroyable. Vous avez ici toutes sortes de trucs là, qui sont listés, alors des trucs qu'on a achetés, c'est quand même assez incroyable. Vous avez du calibre 22 pour des longs calibres là, de 36 grains à pointe vide. Ensuite vous avez des .308. Des balles pour les 45 Colt, des 300 AAC Blackout, des 44 Magnum, 44 spécial, vous avez 22 Magnum, des 30-30 Winchester, ainsi de suite. Écoutez, c'est incroyable ce qu'on a acheté là. Toutes sortes de calibres qui font dans des fusils de poing, ainsi que des fusils d'assaut, ainsi de suite là. Calibre 22, pour les 12, les shotguns, ainsi de suite. Des 44 Magnum. Alors, c'est assez incroyable. Alors, ouais. Vous avez, après ça, le gouvernement qui a déclaré que c'était pour l'entraînement, mais c'était vraiment pour l'entraînement. On utiliserait évidemment toutes sortes de balles qui coûtent évidemment beaucoup moins cher que ça. Alors, vous avez des balles qui ne fitent pas réellement avec le type de munitions là, qui sont utilisées pour les entraînements. Alors, un article assez incroyable, là, assez allez voir. Et on parle aussi de véhicules renforceurs, des véhicules blindés. Et puis, quand on commande comme je disais, des centaines de millions de munitions pour de calibre 40, des .40, vous avez des checkpoints qui sont blindés. Vous avez des véhicules blindés, vous avez une image qui commence à émerger de ça, une image assez claire d'un gouvernement qui se prépare pour ce qu'il croit être une confrontation importante avec soit un influx d'immigrants important qui va rentrer aux États-Unis ou tout simplement contre le peuple américain lui-même. OK? Alors, des articles absolument importants. Vous avez le DHS, le Homeland Security, qui ne va pas expliquer pourquoi ils ont commandé toutes ces balles-là. Et puis, vous devez comprendre en plus que quand je parle de ces balles à pointe vide, vous devez comprendre que ces balles-là s'écrasent, la tête s'écrase lorsqu'elle fait impact sur la cible, causant beaucoup plus de dégâts qu'une balle normale. Alors, vous avez d'ailleurs ces balles-là qui sont illégales d'être utilisées dans une guerre, ok, sur un théâtre de guerre normal. Alors, la DHS achète ces balles-là, et puis la DHS, c'est évidemment pour le territoire intérieur des États-Unis, là, c'est pas pour l'étranger, là, c'est pas comme le Pentagone qui achèterait ça, là. Alors, on voit que c'est dirigé pour quelque chose qui est intérieur aux États-Unis. Vous avez assez de balles qui ont été achetées
pour tuer tous les Américains 2 à 3 fois. Okay, vous avez 2 à 3 balles qui ont été achetées pour chaque Américain qui vit en ce moment, autant homme-enfant que vieillard. Bon, alors des balles qui sont désignées pour infliger un maximum de dommages et puis de morts. Ouais. Vous avez toutes ces nouvelles-là qui vous sont laissées, et puis pendant ce temps-là, vous avez le peuple américain en train de s'armer aussi. Vous avez ici un propriétaire d'une armurerie là où on vend des armes au Texas et qui lit la hausse fulgurante de ses fusils. Alors le peuple américain qui achète en quantité industrielle des armes et puis des munitions, eux autres aussi. Et lui, ce vendeur d'armement aux États-Unis, lui, il dit que ces hausses de vente d'armes sont dues au fait que le peuple américain ne fait plus confiance à Obama. C'est assez incroyable. Il dit que on dit que ces ventes d'armement est due au fait que plus personne ne fait confiance à Obama et puis le gouvernement. Quand même assez incroyable. Un autre article, c'est qui parle d'un autre crackdown, là, on appelle ça. Là, alors, on fait des raids, on essaie de tout faire là, pour contrer la dissension, la dissension politique, alors que l'élite se prépare pour un soulèvement social de masse. Et puis là, on parle évidemment de différents pays, particulièrement ici du sud de l'Europe. Alors vous avez tout le sud de l'Europe là qui a vu des manifestations faire éruption face à ces mesures d'austérité écrasantes qui détruit la population, littéralement, imposée par des politiciens corrompus qui sont soit à la traînée, si vous voulez, des banquiers internationaux, ou qui sont eux-mêmes des agents de ces fameux banquiers internationaux, comme on a vu, des anciens agents ou des gens connectés à l'élite financière de Goldman Sachs, ainsi de suite, prendre place à la tête de différents gouvernements, autant comme en Grèce, en Italie. Vous en avez à peu près la moitié du gouvernement américain d'Obama qui est constitué de gens qui sont connectés soit à Wall Street, à Goldman Sachs, à JP Morgan, ainsi de suite. Et puis là, ben vous avez, c'est assez incroyable. On est en train de ruiner différents pays, puis après ça, de la rapporter d'autres prêts, et des prêts qui sont littéralement impossibles à rembourser, où on va imposer des taux d'intérêt incroyables et puis des mesures d'austérité qui va finir de détruire l'économie de ces pays-là. Ben là, vous allez voir dans les nouvelles, évidemment économiques, là, si on a le temps d'y revenir, plusieurs soulèvements sociaux en Espagne, particulièrement, ça brasse beaucoup là-bas, là. Et puis, vous avez les autorités espagnoles d'ailleurs qui ont annoncé des plans de criminaliser et puis d'écraser la dissension politique. Ok? Vous avez le ministre de l'Intérieur espagnol, Jorge Fernandez Díaz, qui a annoncé au Congrès qu'il planifiait des réformes qui vont introduire des punitions très sévères contre ceux qui sont impliqués dans l'organisation de manifestations sur les rues là, et qui dérangent sérieusement la paix publique. Ah ouais, regardons ça. Alors on parle ici de termes d'emprisonnement jusqu'à 2 ans qui pourraient être imposés sur ceux qui seraient trouvés coupables d'instiguer ou de faire des actes violents lors de manifestations ou qui organiseraient de telles manifestations à travers des réseaux sociaux, ainsi de suite. Alors, c'est quand même assez incroyable, là. Des pénalités qui se retrouvent à peu près être le même comme ceux qui se retrouvent dans des organisations criminelles, là, hein? Donc, alors on parle même, encore plus alarmant ici, on parle même de punir des actes de résistance passive qui pourraient d'ailleurs être aussi punis de façon très sévère par rapport à cette nouvelle législation qui est proposée. Alors, ça pourrait même mener jusqu'à être déclaré comme étant une offense, selon le monsieur Diaz, de déranger différents services publics, comme ce qui s'est passé en Espagne, là, comme bloquer des stations de train et d'autobus, comme des manifestants espagnols ont fait durant une grève générale qui s'est passée le 29 mars dernier, serait, par exemple, traité sous cette loi-là, ce projet de loi, serait traité comme étant un crime.
Alors, on peut s'attendre à ce que de même type de législation soit mise en place à travers les gouvernements occidentaux dans le reste du monde, alors que ces différents gouvernements-là de nos pays se préparent à faire face à un soulèvement de plus en plus inévitable de la population et qui risque de s'étendre et de s'intensifier au fur et à mesure que nos standards de vie hein, s'effondrent. OK? Vous avez notre niveau de vie, notre qualité de vie qui est en train de planter ben raide, de manger la poussière, dû à un vol et la corruption qui est dû à une élite politique et financière qui est en train de nous manger vivants. OK? Alors, quand même assez important ici, alors qu'on considère d'ailleurs même l'utilisation, vous avez la police britannique qui a révélé d'ailleurs qu'il se préparait à utiliser des canons à eau, des munitions, ce qu'on appelle des balles en caoutchouc, et considère même l'utilisation d'agents chimiques pour dealer avec des manifestants et puis des gens qui se révolteraient contre cette lie sociale qu'est cette élite du 0,1% qui est en train de littéralement nous voler et puis détruire la classe moyenne et de partir avec le plus gros morceau de toute notre fortune, de toute notre richesse nationale. Alors, quand même assez incroyable. Et puis pendant ce temps-là, vous avez un article ici qui apporte un très bon point où on parle que est-ce qu'une mutinerie dans le Golfe pourrait mener à un coup militaire américain? Alors, c'est une question du jour là, pour les banquiers et les politiciens. Est-ce que vous croyez vraiment que les militaires américains vont aller de porte en porte pour saisir 350 millions d'armes aux États-Unis, 12 milliards de balles, de munitions, de 300 millions d'Américains, 10 jours après que vous auriez des soulèvements sociaux pour la nourriture, ou ainsi de suite. Alors, pour un écroulement financier, ou contre une manifestation contre le gouvernement, est-ce qu'il ne serait pas par beaucoup plus aisé, plus facile et beaucoup plus populaire pour l'armée américaine de tout simplement arrêter chaque criminel de Wall Street et qui se retrouve à Washington, D.C.? Est-ce que ce serait pas mieux que ce soit ça qui se passe dans tous nos pays, au lieu d'avoir des policiers et puis les forces de la police, en fait, là, même du gouvernement, ainsi de suite, au lieu de matraquer la population, de leur shooter du poivre de Cayenne dans les yeux, d'utiliser des agents chimiques contre la population, ainsi de suite, de voir l'armée partir à l'étranger, se faire canarder, et puis tuer des civils, ainsi de suite, faire des occupations militaires immorales et illégales. On serait pas mieux d'utiliser tout ce beau monde-là, la police, l'appareil militaire, se mettre ensemble avec la population, renverser ces tyrans-là. Ces gens qui se disent des politiciens, des représentants de la population, des gens qui se disent des banquiers internationaux. Écoutez, là, à un moment donné, il faudrait peut-être se réveiller, là. Alors, en tout cas, pendant qu'on dort au gaz, l'élite, elle dort pas, là. Les autres, ils se préparent, là. Vous avez un exemple flagrant ici, là, aux États-Unis, où on a des exercices militaires avec des soldats. On a des hélicoptères noirs, des soldats qui sont lourdement armés, qui conduisent des drills, des exercices dans le centre-ville de Chicago alors qu'on se prépare au sommet de l'OTAN. Alors, vous avez évidemment là un cas très très sérieux ici là à avoir à l'œil. Alors, vous avez évidemment la police qui en fait, c'est un état policier, disons-le, là, qui se révèle là, de façon choquante et qui pousse de plus en plus vers la loi martiale aux États-Unis, alors qu'on voit, comme je vous disais, des officiers militaires lourdement armés dans des hélicoptères noirs, non identifiés, volés très bas au-dessus du centre-ville de Chicago, alors qu'ils mènent des exercices routiniers supposément militaires. OK, alors vous avez des photos, des vidéos, allez voir, vous avez des liens ici, là, des hélicoptères Black Hawk là, qui volent en formation et qui se posent sur différents édifices. On s'est pratiqué pendant quelques heures. Alors,
des surveillances vous avez la DHS là, qui importe des technologies de surveillance qu'on utilisait dans des théâtres de guerre. On les amène maintenant sur le plancher des vaches aux États-Unis. Ça fait partie de plusieurs autres technologies, là. C'est incroyable. Là. On parle ici du Raven Aerostar, qui a été utilisé, designé en fait pour être utilisé dans des zones de guerre comme en Irak et en Afghanistan, et qui maintenant va être déployé aux États-Unis, qui se trouve être une technologie pour surveiller la population. Alors voilà, on va les utiliser à la frontière américaine. Et puis, ça fait partie d'un paquet de technologies comme ça qu'on a développé pour les théâtres de guerre et puis que maintenant on utilise contre la population elle-même. Alors, j'ai nommé, par exemple, les technologies où on utilise le son. Alors, des sons atroces qui font en sorte que la population se disperse. On utilise des micro-ondes aussi. Alors, des micro-ondes on bombarde la population avec. Alors, ça chauffe l'eau qui se trouve sous votre peau et puis ça crée une sensation insoutenable, quasiment une torture là, réellement, mais c'est non létal, ça laisse pas de marque, alors c'est fantastique. Alors on peut pas poursuivre l'État dans ce cas-là, alors on vous torture de façon parfaite, alors parce que ça ne laisse pas de traces, hein. Donc c'est absolument fantastique. Alors on va utiliser différents mécanismes comme ça de contrôle de la foule. Et ça va être utilisé d'ailleurs énormément pour ce sommet de l'OTAN. OK? Alors, on va utiliser des systèmes acoustiques, comme je vous parlais. Vous avez le sommet qui s'en vient très bientôt. Et puis, vous allez voir comment on va traiter les manifestants là-bas. Hein? On avait d'ailleurs déployé toutes sortes de mécanismes comme ça lors des différents sommets. Vous avez eu différents sommets du G20 à Toronto, à Pittsburgh, et ainsi de suite, où on avait utilisé de ces trucs-là. Et puis là, ça s'en vient de plus en plus répandu. OK? Alors, on va déployer différentes affaires comme ça. Vous avez le Silent Guardian, qui est un système de protection, et qu'on utilise des ondes millimétriques pour repousser des individus ou des foules entières sans causer de blessures, qu'on dit. Oui, ça c'est bon. Alors on minimise les dommages collatéraux. Hein? Ça produit un effet qui est absolument insoutenable. Alors, mais c'est pas grave, on va utiliser toutes sortes d'affaires comme ça. Vous avez évidemment ici des témoignages comme quoi que cette technologie-là est absolument carrément immorale. Je dis, c'est très très douloureux. Là. Et puis on va utiliser ça contre la population. C'est à peu près le paysage auquel on fait face. Et disons que réellement, en face de ces types de technologies, on voit qu'il ne reste plus grand-chose là, des droits civils des citoyens américains et puis de nos différents pays aussi, disons-le, qui ne vont pas hésiter à utiliser cette technologie-là contre leur propre population. Donc, ben oui, là, allez voir ça, là, des photos assez troublantes. Là, vous voyez des soldats là, qui sont en rang, qui se préparent là, à faire face à je sais pas quel type d'ennemi, là, je sais pas quel type réellement c'est la population. Là. Donc, pendant ce temps-là, ben vous avez sur vidéo des agents fédéraux qui utilisent des tasers puis bat un homme à mort. Alors, voilà comment on traite la population. Alors, l'homme était en position fétale au sol et puis on a utilisé le taser de façon répétée et puis on l'a battu à mort. OK? Alors, comme ça qu'on se prépare, chers amis. Pendant ce temps-là, vous avez Africom qui, de l'autre côté, se prépare, elle, pour des campagnes pour mettre la main sur les ressources naturelles dans le monde. Alors, vous voyez, on traite la population à la maison comme on traite les gens à l'extérieur du pays aussi. Alors, on joue tout le temps la carte humanitaire, hein, la carte humanitaire qui fait partie de la machine de propagande de Washington, qui est tout le temps déployée pour justifier l'attitude guerrière des États-Unis envers le continent africain. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand le gouvernement américain utilise la carte humanitaire, utilise des raisons humanitaires pour faire ce qu'ils font, c'est qu'en réalité, il n'y a absolument aucune raison réelle pour le gouvernement de faire ces choses-là, alors à part que de saisir les ressources naturelles pour avancer leur agenda de contrôle du continent africain
Alors, on va utiliser la carte humanitaire. J'en ai parlé dans les émissions précédentes aussi. Alors qu'en réalité, on voit une tentative de recoloniser l'Afrique pour sécuriser sa richesse minérale. OK? Même affaire à l'intérieur des États-Unis, alors que vous avez un ordre exécutif qui a été signé par le président Obama. Un autre ordre exécutif qui, cette fois-là, donne aux Feds, les fédéraux, le pouvoir de saisir, de prendre contrôle de la production de gaz naturel à l'intérieur du pays. C'est incroyable. Alors que l'attention des Américains est focusée sur la controverse dans Colombie. Alors, vous avez entendu parler de ce cas où on a des agents des services secrets américains qui ont été impliqués dans toute une histoire de prostitution, de drogue, d'alcool, et ainsi de suite. C'est incroyable. Alors qu'aux États-Unis, on se prépare à prendre contrôle réellement de la structure des États-Unis. Alors, quand même assez incroyable. Vous avez en Europe ensuite, l'Europe qui a donné aux États-Unis le feu vert pour l'écoute, encore là, de type Big Brother. Alors, on donne, l'écoute, en fait, on donne l'accès à l'information personnelle à propos de tous les gens qui vont prendre l'avion, alors les passagers aériens qui vont partir de l'Europe pour se diriger vers les États-Unis. Alors, c'est tout simple que ça. Alors, le Parlement européen qui a donné aux États-Unis l'accès à toute l'information personnelle que ces voyageurs vont avoir. Alors, on va transférer toutes ces données-là des passagers, des données personnelles vers le US Department of Homeland Security. Wow! Ensuite, vous avez le Congrès américain qui veut que toutes les voitures aux États-Unis soient équipées avec des bidules là, qui enregistrent vos allées et venues encore là. Alors, c'est incroyable. Alors, un peu comme une boîte noire, là, on va savoir exactement où vous êtes en tout temps. Eh oui, alors, c'est assez incroyable, ça continue. Pendant ce temps-là, vous avez les chercheurs à l'Université du Texas, ceux autres qui ont designé une puce qui va permettre au téléphone cellulaire de voir à travers les murs. Alors, ça c'est incroyable. Alors, ça continue. On va utiliser des terahertz, les bandes du terahertz et du spectrum électromagnétique qui tombent entre les micro-ondes et puis la bande des infrarouges et qui va ensuite, on appelle la Broadcom BCM 4752 qui va être capable ensuite aussi, j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, de donner des informations sur votre localisation extrêmement précise. Alors, vous voyez. Ensuite, une autre nouvelle dont je voulais vous parler, c'est il y a toutes sortes d'affaires, là, tu sais, les 2 poids, 2 mesures incroyables. Les États-Unis qui supportent le Bahreïn, aussi j'en avais parlé dans les émissions précédentes. Le Bahreïn qui est un État extrêmement répressif envers sa population, qui refuse toute émancipation de la population, tout élan démocratique ou de liberté. Alors, on utilise la répression violente jusqu'à l'armée. Vous avez même les Saoudiens qui se sont impliqués là-dedans avec les chars d'assaut et ainsi de suite. Alors, on écrase de façon violente. On pratique la torture sur la population et ainsi de suite. Et puis, vous avez ici un autre article ici qui parle d'une crise humanitaire des droits humains très importante dans ce pays client des États-Unis, malgré les promesses de réforme. Ok, vous avez les Bahreïnis chiites qui forment à peu près 70% de la population dans cette monarchie du Golfe, qui sont en fait dans cette monarchie qui se trouve être sunnie. Et puis, vous avez plusieurs manifestations pour des réformes démocratiques qui ont été tenues dans ce pays depuis plus d'1 an. Et puis, la réponse du régime a tout le temps été de réprimer de façon sanglante, tuant des dizaines de manifestants qui n'étaient pas armés par les forces de sécurité, qui ont carrément utilisé des armes pour réprimer ces manifestants-là.
Alors que l'administration Obama, évidemment, est très, si vous voulez, supportante. Hein, alors, on supportait ce régime-là et puis sa répression du peuple. Alors que vous avez d'ailleurs le Bahreïn qui a laissé d'ailleurs la 5e flotte de la US Navy prendre place à ses ports. Alors, vous voyez un peu, là, on est vraiment copains, OK? Et puis, vous avez eu d'ailleurs ce week-end en plus le Grand Prix, hein, la 4e édition du Grand Prix qui s'est tenu au Bahreïn. Alors, vous avez... je suis désolé pour ceux qui suivent ça, qui sont des amateurs de la Formule 1, et ainsi de suite, là, mais je veux dire, de participer, de tenir des événements comme le Grand Prix, des Formule 1 dans un pays aussi répressif et violent que ça, c'est une honte totale. OK? C'est une honte totale. Pendant ce temps-là, vous avez les Nations Unies qui ont des programmes d'aide qui sont utilisés pour établir des corridors entre guillemets humanitaires de l'OTAN. Alors, un excellent article ici de Tony Cartellucci qui est écrit pour le Activist Post. Alors, on parle ici d'un article qui a été rapporté par le Reuters où on parle des Nations Unies qui veut avoir le feu vert là, pour des opérations d'aide majeures en Syrie. Alors, on veut amener des travailleurs pour de l'aide humanitaire là, des Nations Unies et on veut ouvrir des bureaux tout à travers de la Syrie pour mener ce qu'on appelle des, entre guillemets, des opérations majeures d'aide humanitaire. Ben oui, bien sûr. Alors que la Syrie a critiqué certaines nations de ce qui est clairement de l'aide humanitaire politique. OK? Vous avez le Fortune 500 qui parle évidemment de des groupes de think tank américains comme le Brookings Institution qui a mis en place là, en fait, on parle ici des politiques étrangères qui servent, qui cherchent à gagner, à chercher avantage de ces accès humanitaires pour permettre à l'Occident d'implémenter ses efforts et puis ses agendas coercitifs pour renverser le gouvernement syrien. Alors, on veut établir, on parle ici de Brookings, là, qui cherche à gagner accès en établissant ce qu'on appelle là, des corridors humanitaires où on peut se réfugier et se protéger, et qui va être d'ailleurs protégé par les forces militaires de l'OTAN, qui est encore un peu un exemple de la façon qu'on opère pour effectuer des changements de régime, un peu comme en Libye. Okay? Alors, on utilise encore là ce fameux prétexte-là de corridors humanitaires, ainsi de suite, qui permettent ensuite à des forces comme les États-Unis, l'Angleterre, Israël, d'entrer dans ces pays-là, de fomenter de la déstabilisation, de supporter des groupes terroristes, des mercenaires privés, déstabiliser le régime et puis renverser ces régimes-là, et puis instaurer des régimes marionnettes qui vont servir l'agenda de l'Occident. OK? Alors, ça, c'est très, très important. Et puis, malgré ces fameux plans de paix des Nations Unies, on a, assez curieusement ici, ces plans-là qui sont rejetés par les rebelles syriens, ainsi que les gens qui les soutiennent de la Ligue arabe, qui ont ouvertement promis de l'argent, des armes et puis du support pour ces combats-là, en pleine violation des cessez-le-feu proposés. Et puis là, vous avez les médias occidentaux qui ont, au lieu, eux autres, accusé le gouvernement syrien de ne pas rencontrer ses obligations. Okay? Alors, vous voyez là, les doubles jeux qu'on mène là-dedans, c'est assez incroyable. Vous avez le programme d'aide alimentaire du gouvernement. En fait, c'est ce qu'on appelle le World Food Program, le programme d'aide alimentaire des Nations Unies en Éthiopie, qui sert à alimenter des squads de la mort. Alors, c'est assez incroyable. C'est un autre article ici qui parle d'un autre programme des Nations Unies
qui apportent de la nourriture à l'intérieur du pays, qui finalement finissent dans les mains des groupes militaires et paramilitaires, des escadrons de la mort, qui conduisent des attaques là, dans la région du sud de l'Éthiopie. Alors, ce qui reste de cette nourriture est vendu à des généraux éthiopiens, c'est-à-dire par des généraux éthiopiens sur le marché noir. Et puis, cet argent-là sert à acheter des armes, et puis à garder le pouvoir, et puis à affamer des millions de personnes qui meurent de faim en Éthiopie. Après ça, on fait pleurer avec des gens qui sont pauvres et puis qui meurent de faim en Éthiopie. Alors voilà ce qu'on fait avec cet argent-là. Alors c'est assez incroyable. Et puis là, qu'est-ce que les Nations Unies font à propos de ce crime? Eux autres, on dit que le silence est d'or. Alors, ils demeurent silencieux. Et puis, on n'en parle pas du tout, même si on a envoyé des équipes pour enquêter dans la région en 2007, et puis qui rapportaient ces faits-là. OK? Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On finance ces abus-là, ces groupes terroristes, ainsi de suite. On mène des guerres à travers différents groupes, et puis c'est comme ça que on déstabilise ces pays-là, puis on contrôle ces ressources. D'ailleurs, vous avez Amnesty qui a accusé l'OTAN d'avoir fait échec, en fait, d'avoir un échec d'enquêter sur la mortalité, la mort de civils libyens. Alors, on en a parlé aussi de ça. Écoutez, des opérations en Libye qui ont entraîné la mort de quelques dizaines de milliers d'innocents libyens. On parle de 30 à 50 000 Libyens qui sont décédés dans les opérations de l'OTAN. L'OTAN s'en fout bien raide. On s'en fout. Ils n'ont même pas enquêté là-dessus du tout. Pas plus compliqué, c'est ça. Ensuite, l'OTAN, les États-Unis qui sont en train d'armer Israël pour une guerre projetée, planifiée contre l'Iran. Un article qui a été publié sur Global Research. Alors, vous avez un analyste politique très important qui a déclaré que l'OTAN et les États-Unis sont en train d'armer Israël avec des missiles et toutes sortes d'armements comme ça en prévision d'une attaque planifiée contre l'Iran. Vous avez l'Italie qui veut finaliser aussi un deal d'1 milliard de dollars avec Israël pour acheter 30 M346, des jets d'entraînement. Ainsi de suite. Alors, vous voyez, là, on est en train de préparer là, tout ce qu'il faut là-bas pour une guerre. OK? Une guerre contre l'Iran. Alors, plusieurs autres articles là, qui parlent de ça. Toute cette région-là qui contient aussi là, des gaz naturels et puis du pétrole qui pourrait être livré sur les marchés européens aussi, là, se trouve être lié là, avec les intérêts dans cette région-là. Vous avez l'armée russe qui anticipe aussi une attaque qui devrait se produire d'ici l'été, là, durant le courant peut-être de l'été, là, pour attaquer l'Iran, et puis a développé un plan d'action de bouger des troupes russes le long de la Géorgie. Alors, vous voyez là, toutes sortes de déplacements importants là, qui se font dans cette région-là. Donc, toutes sortes d'affaires. Pendant ce temps-là, vous avez au sommet de Chicago, là, Hillary Clinton, elle qui fait la promotion d'un 22e siècle sous l'OTAN. Alors, on parle ici d'un OTAN global. On veut consolider le pouvoir. Alors, installer ce genre de bras militaire de l'élite internationale, de ce gouvernement mondial, de ce nouvel ordre mondial. Alors, on va utiliser l'OTAN. Alors, on est en train d'en parler ouvertement. Là, c'est Hillary Clinton qui en parle. OK? Alors, ouais. Vous avez l'OTAN qui est en train de se former comme étant le bras militaire mondial. Alors, le but principal de l'OTAN dans la guerre en Afghanistan était de construire, si vous voulez, une force internationale, une force militaire expéditionnaire intégrée. Et puis, il y a 50 nations qui contribuent des soldats, de l'équipement, de l'artillerie, des avions, ainsi de suite, pour cette force qui va être utilisée dans des guerres futures. Et puis, Clinton a déclaré que
les Alliés vont renforcer justement toute cette organisation-là par des exercices conjoints, des programmes d'entraînement, et qui va d'ailleurs rendre plus profond ces habitudes de coopération qu'on va développer à travers différentes guerres comme on l'a fait en Afghanistan. On est en train d'institutionnaliser les concepts d'une guerre sans fin, courtésie de l'OTAN. Alors, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Le Pentagone qui se dit prêt pour une guerre en Syrie. Panetta, lui, qui a déclaré que Assad will be taken down. Citation, will be taken down. On va le faire tomber. Hein? Leon Panetta, qui déclare que l'armée américaine planifie un rôle plus important dans le conflit en Syrie. Alors, on se prépare à intervenir militairement. On commence à en parler, à vous glisser des mots, vous préparez mentalement pour ça. OK? On a déjà déclaré d'ailleurs que la Libye est un modèle parfait pour leur politique étrangère. Ah ouais. On a l'or, on a pris le pétrole, on s'est débarrassé d'une monnaie qu'on voulait mettre en place basée sur l'or. Maintenant qu'on a rendu esclave le peuple libyen d'un même système bancaire central privé qui a ruiné la vie d'autres nations comme toutes nos nations en fait, là, autant aux États-Unis qu'au Canada, en France, en Angleterre, et ainsi de suite. En Grèce, en Italie, en Espagne. On continue. OK? Alors, vous avez l'OTAN qui continue de provoquer la Syrie, l'Iran pour une guerre, alors que la Russie, elle déploie des bateaux de guerre pour garder la Syrie de façon permanente. Alors, vous voyez des développements très, très importants. La Russie qui ne veut pas qu'on intervienne. On ne veut pas que l'OTAN attaque la Syrie. Alors, la Russie qui se met en chemin, en plein milieu du chemin. Assez spécial. Pendant ce temps-là, vous avez vu des évacuations massives d'officiels diplomatiques de l'OTAN, de différentes nations, ainsi de suite. Pendant que la Turquie a cité le 5e article de l'OTAN, du traité de l'OTAN, qui appelle pour l'OTAN à lancer une intervention militaire. Après qu'on a eu des petites batailles là, le long de la frontière turque. Alors que la Turquie, elle, a fait aménager, si vous voulez, des endroits le long de sa frontière pour les terroristes syriens, les rebelles, les mercenaires privés financés par Israël et les États-Unis pour venir se reposer et puis se retrouver sur un genre de terrain safe, là, sécuritaire. Sur différentes bases militaires d'ailleurs aussi, où ils se servent pour lancer les attaques à travers la frontière. Vous avez même Al Jazeera qui a mis de l'équipement de communication disponible pour ces fameux rebelles qu'on a entraînés de la part de la CIA et de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Des mercenaires américains même qui combattent sur le sol et qui sont en train de déstabiliser la Syrie. C'est incroyable. L'Al Jazeera qui a apporté sur les lieux de la Syrie aux rebelles syriens de l'équipement de communication satellite. Hein? Donc, pour avoir des téléphones et de l'Internet satellite pour les Syriens rebelles, à travers le Liban, on a acheminé ça vers les rebelles syriens. C'est incroyable. C'est débile ce qui se passe. Quand on regarde ça, là, je veux dire, c'est renversant de voir à quel point on fomente le terrorisme. On supporte le terrorisme, la déstabilisation à l'intérieur de ces pays-là, et puis après ça, on fait passer ça sur le dos de Assad, sur le dos de Kadhafi, sur le dos de Saddam Hussein, sur le dos de Bin Laden. Puis là, je suis pas en train de défendre ces personnages-là. Vous avez des gens là-dedans qui sont vraiment pas très reluisants, là. Mais je veux dire, entre les choses qu'on peut réellement leur attribuer, et puis la masse de niaiseries, de terrorisme, de fausses informations,
de toutes sortes d'affaires qu'on leur attribue qui n'ont absolument rien rapport avec eux. Il faut faire la marge, là. Il faut séparer les choses. OK? Je veux dire, si quelqu'un a tué un homme, ben il a tué un homme. Il n'a pas démoli il a pas démoli un pays en entier. Il n'a pas violé la fille d'à côté, là. Je veux dire, lui, il a tué un homme. Je sais pas, si Saddam Hussein a torturé des personnes, ben il a torturé des personnes. Mais il n'est pas responsable du 9 à 1. OK? Je veux dire, c'est pas parce que le gars c'est un salaud qu'on peut tout y mettre sur le dos, là. Je veux dire, le gars est responsable des affaires qu'il a faites, mais il n'est pas responsable d'un paquet d'autres affaires. OK? Vous comprenez un peu où je vais en venir, là? Alors, vous avez ici des courriels qui ont été révélés, qui montrent que vous avez des mercenaires américains qui travaillent avec des terroristes armés en Syrie pour renverser le régime d'Assad. Et qui ont demandé, qui ont fait la requête d'avoir une protection aérienne des officiels américains. OK? Un autre article par Ulrich Putz à Beyrouth. On cite Reuters. Vous avez des djihadistes qui déclarent une guerre sacrée, une guerre religieuse contre le régime d'Assad. Bon, qu'est-ce que c'est que ça encore? On parle de combattants étrangers qui se joignent aux rebelles syriens. Alors, on parle encore là ici d'une centaine d'Arabes qui combattent contre le régime d'Assad, qui sont sur du même côté que les insurgés syriens. Puis on dit que plusieurs de ces combattants volontaires sont des vétérans de la guerre en Irak, qui ont apporté leur guerre religieuse, leur guerre sacrée contre la Syrie. Alors, vous voyez les choses, les cartes qui se mêlent, c'est débile, mais raide. Vous avez F. William Engdahl, un excellent personnage là en Allemagne, qui a écrit des articles là, fort bien documentés, très intéressants. Un chercheur et auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Full Spectrum Dominance, qui lui a été interrogé sur RT. Lui qui parle justement de différents développements là, qui se passent entre la Syrie et la Turquie, et qui parle aussi de la CIA qui joue un rôle très laid en entraînant les rebelles syriens. OK, alors c'est quand même, comme je vous dis, extrêmement révélateur. Vous devez être conscient de ces choses-là. OK? Les rebelles syriens qui utilisent des camps de réfugiés turcs, OK, comme des bases pour lancer leur activité de déstabilisation en Syrie. Un autre article ici qui parle des États-Unis qui conspirent avec la Turquie pour instaurer cette genre de zone militaire neutre entre la Syrie et puis la Turquie pour utiliser justement pour déstabiliser la Syrie et qui va être aussi d'ailleurs une étape nécessaire pour isoler l'Iran en pensant à une attaque israélo-américaine contre l'Iran. OK? Donc, vraiment, plusieurs articles importants là, pour vous. On parle ici d'un autre article là, des États-Unis, l'OTAN, qui ont du sang sur leurs mains en finançant justement cette opposition, entre guillemets, syrienne. Des forces paramilitaires contrôlées par l'Occident. Michel Tchosovsky, directeur du Centre de recherche sur la globalisation, qui a noté que Susan Rice, l'ambassadeur américaine aux Nations Unies, n'avait pas raison en disant que la Russie et la Chine avaient du sang sur leurs mains. En fait, c'est, comme je disais, l'OTAN qui a du sang sur leurs mains. Il a déclaré à RT lui aussi. Les États-Unis ont du sang sur leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont supporté des groupes d'insurgés armés à partir du mars 2011. Alors, il est maintenant connu et documenté que cette supposée opposition est en fait une formation paramilitaire à distance, par détournement, qui est supportée par une alliance militaire occidentale. Vous avez d'ailleurs un analyste politique, mon Dieu, il a tout un nom, lui, Lajos Sajlzdi, en tout cas, son nom de famille, S-Z-A-S-Z-D-I, OK, a déclaré que les États-Unis, ainsi que les États du Golfe et la Turquie préfèrent voir un échec du plan de paix qui a été mis en place par les Nations Unies et qui a été mis de l'avant par par Kofi Annan. Et en fait, ce qu'on veut évidemment, c'est tout à utiliser le couvert évidemment humanitaire,
Mais en réalité, ce qu'on veut, c'est un changement de régime. OK? Un changement de régime parce que on va provoquer l'Iran. Puis je vous en ai souvent parlé en provoquant la Syrie. En déstabilisant la Syrie, on va déstabiliser l'Iran. C'est une des étapes pour pour arriver à l'attaque finale contre l'Iran. Al Jazeera qui a même faké, OK, on a fait des faux rapports sur la Syrie, sur la Libye, des faux rapports de nouvelles, des nouvelles qu'on fabrique de toutes pièces. Vous avez un producteur du réseau satellite arabe Al Jazeera qui a révélé que ce réseau de nouvelles a fabriqué des histoires par rapport au soulèvement supposé social en Syrie. Et puis là, il a quitté son emploi en signe de protestation contre ces mensonges. Alors, c'est Moussa Ahmed, un producteur pour Al Jazeera du bureau de Beyrouth, qui est juste un des 5 employés, en fait, qui fait partie de 5 employés jusqu'à date d'Al Jazeera qui ont quitté leur emploi durant les 2 dernières semaines par rapport à cette couverture médiatique complètement biaisée et mensongère de ce qui se passe en Syrie. Alors, ça fait un peu référence aussi à ce supposé activiste Danny, qui avait été exposé comme étant une fabrication totale des rapports de nouvelles de CNN, qui lui aussi avait tout simplement fabriqué des pièces, des histoires pour la consommation médiatique des pays occidentaux, vous. OK? Alors, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Ça fait longtemps. Plusieurs exemples dans les années passées. Vous avez le Kosovo, qu'on appelle l'État mafieux, et puis le Camp Bondsteel. Alors, on parle ici d'une présence militaire américaine permanente en Europe du Sud-Est. Alors, c'est un exemple d'où on avait parlé beaucoup aussi sur l'autre monde dans le passé. On avait fait du Kosovo un pays. En réalité, c'est tout simplement une localisation stratégique qui est un point géopolitique très important pour les États-Unis, pour les objectifs militaires américains, pour contrôler le flot du pétrole, les développements politiques dans cette région très riche en pétrole qui est le Moyen-Orient, vers la Russie, vers l'Europe de l'Ouest. Vous avez le Pentagone qui a sécurisé jusqu'à maintenant 7 nouvelles bases militaires en Bulgarie, en Roumanie, le long de la mer Noire, dans la région des Balkans du Nord, incluant différentes bases aériennes en Bulgarie. Vous en avez 2 là-bas. Et on en nomme d'autres ici, en Roumanie. Et puis, vous avez l'agenda stratégique des États-Unis pour le Kosovo, qui répond primairement aux objectifs militaires, secondairement aussi, il semble aux narcotiques, au trafic des narcotiques, et puis qui est un focus premier aussi contre la Russie pour le contrôle du flot du pétrole à partir de la mer Caspienne vers le Moyen-Orient, vers l'Europe. Et puis, si c'était pas assez, pour vous faire halluciner complètement, vous devez voir aussi comment qu'on a traité d'ailleurs cette histoire du Kosovo, où on avait d'ailleurs reçu il n'y a pas longtemps à Washington, D.C. Vous avez la secrétaire d'État Clinton et puis Hashim Thaçi, le premier ministre du Kosovo, qui est une ancienne tête du KLA, qui est une organisation qui a été reconnue comme étant une organisation terroriste. Et puis là, vous avez la secrétaire Clinton, Hillary Clinton, qui a reçu ce personnage-là, un terroriste finalement. Là, OK? On s'entend, un terroriste, qui l'a reçu à la Maison-Blanche. Hello, good afternoon everyone. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir le premier ministre Thaçi à Washington, qui est de retour à Washington, ici par le département d'État. Le premier ministre qui a montré un grand leadership, qui a aidé à promouvoir la démocratie, la stabilité et puis l'ordre de droit au Kosovo. Ah ben oui, c'était incroyable. Il est une figure importante, un leader dans le pays vers si vous voulez, le futur du peuple et puis ses désirs. C'est incroyable. Il a aidé à promouvoir la démocratie, la stabilité, puis le droit, la loi. Alors, Hillary Clinton qui hallucine ben raide.
C'est incroyable de dire ça, alors que ce premier ministre Tachi, qui a été nommé premier ministre de ce qu'on a établi comme étant un nouveau pays au Kosovo, était tout simplement un gars qui était à la tête d'un groupe, une organisation qui était reconnue comme étant un terroriste, qui était recherché d'ailleurs pour Interpol pour trafic de drogue et d'armement. Alors, voilà. Alors, c'est ça, les États-Unis, le pouvoir de l'OTAN, en fait, qui sont différents bras de cette élite mondiale qui utilise les États-Unis, qui utilise l'Angleterre, qui utilise la France, qui utilise le Canada, qui utilise tous ces pays-là pour instaurer leur gouvernement mondial à travers différentes branches. Alors, la branche économique, la branche de la santé, la branche militaire, policière. Alors, il va servir comme l'État, l'Organisation mondiale de la santé, l'FMI, avec toutes ces banques internationales, et ainsi de suite. Et puis là, on vous dit vouloir amener la démocratie, la liberté, toutes sortes de raisons humanitaires. Et puis regardons maintenant les exemples pas si lointains de ces fameuses libérations. Vous avez eu 9 attaques à la bombe qui ont causé le chaos, qui ont semé le chaos à travers l'Irak. 17 morts à Bagdad. Alors ça va bien en Irak. Une chance qu'on est allé les libérer. En 2003, on est en 2012, les bombes continuent d'exploser. Les États-Unis qui entraînent des terroristes dans des camps au Koweït, révélé par Press TV. Alors là, vous avez l'appareil militaire américain qui a entraîné des terroristes sur des bases militaires au Koweït, les préparer pour des attaques dans des pays du Moyen-Orient. Alors, vous avez des recrues qui ont été envoyés à Arivjan, une base où on entraîne des gens, on leur enseigne des méthodes pour utiliser des bombes, pour mener des opérations de terreur. Dans l'intérieur d'une période de 3 mois, selon les rapports qu'on a. Et puis après ça, on envoie ces gens-là, ces terroristes entraînés, comme des leaders pour établir des réseaux dans des pays comme en Iran, en Irak, en Syrie. Alors on établit des réseaux de terroristes à l'intérieur de ces pays-là pour s'embarquer ensuite dans des activités de terrorisme, pour mener des actes de sabotage avec le support des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, d'Israël. C'est pas fantastique, ça? C'est de toute beauté de voir ça. Ensuite, on voit ici qu'on avait des terroristes iraniens qui avaient été entraînés d'ailleurs par les États-Unis en sol américain. Ouais. Alors, dans leur supposée guerre contre la terreur, sur le bras des Américains, on entraîne des terroristes, alors qu'on menace les Américains de les enfermer de façon indéfinie, sans aucune accusation aux criminels. Le gouvernement, lui, s'associe librement à des terroristes, les entraîne, les finance. Et yep, de façon répétée, le gouvernement américain est la terreur. Vous avez Seymour Hersh qui avait révélé durant l'administration Bush qu'il y avait eu ce qu'on appelle des Joint Special Operations Command, JSOC, des membres entraînés de Mujahideen-e-Khalq, qui est un groupe d'opposition iranien dissident, qui est un groupe connu dans l'Occident comme étant la MEK, M-E-K. La MEK qui est jusqu'à ce jour sur les listes des terroristes du département d'État américain, comme étant une organisation terroriste qui était responsable d'ailleurs pour la tuerie de 6 Américains en Iran dans les années 70 d'ailleurs. Vous avez des vidéos de ça. Confirmé, un autre article, une organisation terroriste entraînée sur le sol américain par l'appareil militaire américain. Un autre article qui parle de la même affaire. Les assassins qu'on entraîne, qu'on envoie après ça pour opérer en Iran, rapporté d'ailleurs par un autre article ici sur le Ynet News. En fait, un journal qui est publié en Israël. Alors, il apparaît d'ailleurs que c'est pas seulement les États-Unis qui font ça, mais d'ailleurs Israël, en tandem avec le Mossad, qui ont entraîné, armé, financé, donné logis
à des différents groupes qui sont d'ailleurs listés comme étant des organisations terroristes. Les Iraniens qui ont d'ailleurs arrêté des terroristes israéliens la semaine passée, des groupes qui sont supportés par Israël. Alors ça continue. D'autres vidéos qui ont été rendues publiques qui montrent des contracteurs américains, des employés de l'appareil militaire américain, les différents groupes en sous-contrat, qui shootent, on tire avec des machine guns de façon aléatoire sur des citoyens à Bagdad, dans les rues à Bagdad. Alors ça continue. Alors, on voit c'est qui les vrais terroristes. On continue, des actes de terrorisme, vous en voulez? Vous vous rappelez de cette attaque terroriste à Oklahoma City? Alors, on a des preuves additionnelles qu'il y avait des charges explosives dans le bâtiment. On avait des bombes qui avaient été placées à l'intérieur du bâtiment. OK? Alors, Timothy McVeigh, avec son supposé camion à l'extérieur, qui aurait supposément à lui seul démoli le bâtiment et tué des personnes, n'a pas aucun sens. Une autre version officielle qui n'a plus aucun sens, comme le 9/11, comme les attaques terroristes à Londres en 2005, et ainsi de suite. Un autre mémo de la CIA qui a été rendu public, qui montre que Bush avait été averti que les méthodes utilisées, méthodes qui reviennent, on parle de waterboarding, ainsi de suite, qui reviennent à être de la torture, sont des crimes de guerre. Alors, vous avez un mémo de la CIA qui avait avisé Bush que ces techniques-là étaient de la torture. Mais il avait autorisé la CIA à les utiliser quand même. Et constituaient des crimes de guerre, mais qui avait décidé de les utiliser quand même de toute façon. Alors, il s'en fout. C'était des crimes de guerre, mais on s'en fout. Alors, différentes sources par rapport à ça. Ensuite, vous avez le US Torture Manual Released. Alors, un manuel de torture américain qui a été rendu public aussi, le Guidebook to False Confessions. Alors, un guide pour les fausses confessions. Écoutez, c'est débile, là. Une nation qui était basée sur la liberté, qui est maintenant rendue une nation qui force des fausses confessions, révélées par la torture. Assez débile. Alors, plusieurs articles qui parlent de ça. Des musulmans américains qui allèguent que le FBI avait une main dans la torture à l'étranger. Alors, ça se poursuit à Bagram, à Guantanamo, toutes sortes d'affaires de même. Un autre homme qui a été waterboardé, la torture par l'eau, 183 fois. 183 fois. On a torturé le même gars 183 fois. C'est pas quand même une 2 ou 3 fois, là. Lui, écoutez, s'est confessé à une complète responsabilité du 9/11 et puis il va être exécuté. Ça, c'est Khalid Sheikh Mohammed. J'en avais parlé aussi dans le passé. Alors lui, il va être accusé d'avoir orchestré les attaques du 9/11. Complètement ahurissant. On l'a waterboardé 183 fois à Guantanamo Bay. Puis là, le gars, il a admis avoir fait de tout, A à Z, là. C'est bien sûr. Pendant ce temps-là, on avait des évidences qui liaient le 9/11 à des Israéliens qui est classifié. Hein? Vous avez un officiel américain qui avait cité I cannot tell you about evidence that has been gathered. It's classified information. Evidence linking to these Israelis to 9/11 is classified. Ça, c'était dans les nouvelles de Fox News de Carl Cameron qui rapportait sur ce qu'on appelait le réseau d'espionnage israélien et ses connexions au 9/11. Et que ça l'irrite les oreilles, hein? Ça l'irrite les oreilles! Aïe, 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 aïe. Ensuite, ça se poursuit, les doubles standards sur l'uranium. Alors, on veut punir l'Iran parce que supposément, il y aurait un programme nucléaire, militaire, hein? Alors que le voisin d'à côté, Israël, possède des bombes nucléaires depuis les années 60 de façon complètement clandestine. Puis pendant ce temps-là, qu'on veut attaquer l'Iran, anéantir l'Iran. Pendant ce temps-là, les États-Unis, on apprenait la semaine passée que les États-Unis veulent
veulent aider le Kazakhstan à mettre la main sur un programme nucléaire. Bon, ben ça c'est fantastique. Alors vous avez le Kazakhstan qui a un boom minier de l'uranium, une industrie nucléaire en pleine expansion, et puis là on veut y apporter un effort massif impliquant des corporations multinationales américaines pour soutenir un régime au Kazakhstan extrêmement autoritaire, totalitaire, une tyrannie. Mais écoutez, c'est des grands amis de Washington. Alors, on va leur permettre non seulement de continuer, mais aussi de se procurer l'arme nucléaire. Pourquoi pas? Mais pas l'Iran, par contre. N'est-ce pas incroyable? Alors, voilà pour les 2 poids, 2 mesures. Et puis, ça continue. Ça continue. Vous avez les médias, les académies, hein, les universitaires, et ainsi de suite, qui joignent leurs forces pour, après ça, hein, rassurer la population, pour diminuer, minimiser les dangers de l'énergie nucléaire. Alors, depuis le désastre nucléaire à Fukushima, ben, vous avez les médias qui ont pelleté un paquet de désinformation pour minimiser les dangers posés par les accidents nucléaires, puis les dommages causés par les accidents du passé, comme ceux à Tchernobyl, Three Mile Island. Alors, vous avez Jay Lehrer on Fox News 1, Georges Monbiot sur Démocratie Now. Vous avez toutes sortes de personnages comme ça qui minimisent tous ces accidents-là. Hein? Des accidents qui se sont produits. Ça continue de se produire. Hein? Au Japon, on n'a pas fini, là. On n'a pas fini. 30% des enfants ont testé positif pour des BOS, hein? Des accumulations, de la thyroïde. Okay, alors, on est en train de développer une sorte de cancer là-bas. 30% des enfants qui se retrouvent à avoir une thyroïde qui fonctionne tout croche, commence à enfler. NHK qui rapporte que TEPCO ne peut trouver les trous du réacteur numéro 2, mais vous avez différents experts nucléaires qui parlent que ce truc-là fuit comme une passoire. Ça, c'est Arnie Gunderson qui déclare ça. Personne ne sait comment on va être capable de retirer ce combustible-là d'ici les 50, 60, 70 prochaines années. On dit qu'il y a autant de radiation autour de Fukushima qu'il y en a dans l'espace. Ça fait plaisir à entendre, mais rassurez-vous, il n'y a rien là. L'énergie nucléaire, c'est très très safe. Pendant ce temps-là, vous avez des rapports qui rapportent que TEPCO a commencé à construire un sarcophage au-dessus du réacteur numéro 4 de Fukushima, en fait de la piscine, hein, le bassin de combustible du bâtiment numéro 4. La pluie qui est radioactive, on parle ici de 49 fois plus de radioactivité que background level. Ben ouais. Alors, ainsi de suite, là, je veux dire, ben oui, rassurez-vous, mais ça va bien à Fukushima, ben ouais, rassurez-vous, l'énergie nucléaire va super bien. On va donner ça d'ailleurs au Kazakhstan, là. Mais là, par contre, l'Iran, on va taper ses doigts. Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, je veux dire, tant qu'à être absurde, là, je veux dire, on va y aller, là. Pendant ce temps-là, ben, vous avez le Yémen, plus, écoutez, la CIA, puis vous avez des forces spéciales américaines qui se joignent dans une guerre secrète au Yémen. Vous avez des forces spéciales sur le sol, là-bas. Vous avez des bases secrètes qui sont utilisées pour sont utilisées même par l'Arabie Saoudite qui se mêle à ce conflit. Alors, c'est pas juste au Bahreïn là, qu'on se mêle à ça, qu'on rend une révolution pacifique impossible, le peuple qui cherche à se libérer. Alors, évidemment, on rend une révolution violente inévitable. On utilise des drones sur la population. Vous allez avoir plusieurs nouvelles qui parlent de ça. Plusieurs militants yéménis qui sont tués, des suspects qui sont tués dans des raids avec des drones. Alors, des suspects, là, c'est pas la première fois que je parle de ça, là, je veux dire, des suspects, là. On n'a pas prouvé que ces gens-là étaient coupables de quoi que ce soit, là. On largue des bombes dessus leur tête et on les tue, tout simplement. On dit que l'Al-Qaïda
Vous allez voir plusieurs nouvelles par rapport à ça, l'Al-Qaïda qui supposément installerait des bases au Yémen. On parle de l'Al-Qaïda qui publierait sur Internet des guides pour faire des bombes. Après ça, l'Al-Qaïda qui deviendrait silencieuse pendant différents jours. L'Al-Qaïda. Je veux dire, vous avez même des gens de la CIA, des agents de la CIA qui ont admis que l'Al-Qaïda, ça n'existait pas. C'est une création de la CIA. C'est une banque de données dans les ordinateurs de la CIA de ces fameux groupes terroristes qu'on entraîne, qu'on arme, qu'on finance, autant sur le sol américain qu'ailleurs dans le monde. C'est ça l'Al-Qaïda. OK? Pendant ça là, la CIA veut plus d'attaques à drones avec les drones au Yémen. La CIA qui veut avoir la permission de lancer plus d'attaques avec des drones au Yémen. Bien qu'on sait qu'on met à risque des victimes innocentes, qui ne sont évidemment pas tout le temps des terroristes. Hein? Alors que ces cibles-là seront choisies basées sur les rapports de renseignement qui indiquent des comportements douteux, hein, comme des images de militants qui déchargent des explosifs ou des gens qui se réunissent sur des lieux fréquentés par l'Al-Qaïda. Alors, ben oui, le super Al-Qaïda. Alors, traduction, le gouvernement est en train de perdre une guerre avec des drones au Yémen parce qu'ils ne font absolument zéro, aucun essai d'essayer de peut-être mettre en place un gouvernement un peu plus démocratique, un peu plus libre. Hein? Alors, on rend les choses impossibles. Et puis, on pourrait avoir un scénario où les États-Unis pourraient être pris dans une genre écoutez, là, de situation assez incroyable. Là. C'est l'Arabie Saoudite pourrait se retrouver dans une révolution, une rébellion importante. Là. On est au Yémen parce qu'on veut stabiliser l'Arabie Saoudite qui est sur le point d'exploser là, au niveau social. Là. Les gens sont écœurés de cette monarchie sanglante. Et cette révolution pourrait mener au fait que le pétrole pourrait arrêter de couler en Arabie Saoudite, juste au moment où les États-Unis et Israël se préparent pour envahir l'Iran. Alors on veut assurer que le pétrole arabien, saoudien, soit disponible. On veut s'assurer une source stable, un apport stable de pétrole en vue de ce conflit important qui s'en vient vers nous, où on voit l'Israël et puis les États-Unis prêts à envahir l'Iran. Alors, vous comprenez un peu là, ce qui se passe, là, pourquoi on est au Yémen. Là. Les États-Unis qui mènent des attaques aériennes pour supposer enlever des cibles de l'Al-Qaïda au Yémen. Alors, c'est ça là, qui se passe là, derrière cette supposée Al-Qaïda. OK? À travers cette supposée tentative, là, je veux dire, de stabiliser le Yémen. Alors, écoutez, on nous arrive avec des noms comme Mustafa Hani, qui est impossible de trouver aucune information sur lui, aucune information pour le contacter, aucune information sur lui sur l'Internet. Personne ne peut le trouver nulle part, il n'y a aucune source. Et puis là, lui, on lui donne... c'est une personne qu'on a probablement inventée et à laquelle on attribue l'établissement de différents groupes de l'Al-Qaïda au Yémen. Donc, comme je vous dis, c'est de la propagande encore là. OK? Donc, la maison saoudienne qui pourrait être la House of Saud, hein, qui pourrait être renversée. Et puis, on a besoin de ce pétrole saoudien sur les marchés. À un moment très critique où l'Israël et puis les États-Unis veulent attaquer l'Iran sous peu. Donc, ça fait beaucoup d'articles, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles. Al-Qaïda qui a publié une image assez incroyable d'une attaque qui planifierait à New York. Alors, Al-Qaïda coming soon again in New York. Alors, vous avez le NYPD et le FBI qui enquêtent sur une image faite par ordinateur qui a été postée sur l'Internet, sur un site supposément lié à Al-Qaïda. Coming soon again. Hey, coming soon again. Ça, là, c'est une expression
purement américaine, mais qui supposément aurait été créée par l'Al-Qaïda, par des musulmans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un autre propagande, une autre stupidité pour épeurer les gens, qui a été créé par l'organisation terroriste de la CIA et du Mossad, et puis de leur acteur, un groupe d'acteurs qui s'appelle l'Al-Qaïda. Alors, vous avez les combats comme ça qui continuent dans le sud du Yémen, un article qui parle de 177 morts, et puis qui continue de s'accumuler. Ensuite, vous avez des milliers de personnes qui ont manifesté contre les escadrons de la mort américains, puis les attaques par drone au Pakistan. Puis les officiels américains, eux autres, qui déclarent qu'ils n'ont aucun plan d'arrêter ces attaques au Pakistan. Alors voyons, on se fout bien de ces gens-là. Les attaques qui vont continuer au Pakistan selon les déclarations d'officiels américains. Donc évidemment que ces attaques-là tuent des quantités faramineuses de civils qui sont évidemment des mortalités complètement inutiles. Vous avez des centaines de non-combattants, des civils, des gens qui ont été tués par ces attaques aériennes par les États-Unis. Vous avez, écoutez, ici, c'est le Bureau of Investigative Journalism. C'est RT qui rapporte ça, un nouveau rapport qui est publié, qui vient de Londres, et qui rapporte qu'on a 2863 personnes en tout qui ont été tuées dans ces attaques par les drones au Pakistan. On dit qu'on a au moins 775 civils qui ont été tués durant ces attaques. Donc, ça, c'est un minimum, là, à mon avis, là. Donc, ça continue. Et puis, on continue de tuer des innocents comme ça. Les États-Unis qui ont essayé de limiter les dommages à propos des photos, encore là, de corps d'Afghans qui ont été tués dans une autre attaque. Incroyable, dégueulasse. Une attaque qui s'est produite en 2010, qui a été publiée dans le Los Angeles Times. On a rendu public des images effrayantes, encore là. On tue des gens. Allez voir ce que ça a l'air. Allez voir ce que ça a l'air quand on tue de ces enfants, de ces gens. Pendant ce temps-là, vous avez les productions d'opium par les fermiers afghans qui ont augmenté en 2001 jusqu'en 2011. Qui sont partis de 185 tonnes à 5800 tonnes. L'année passée, ces niveaux-là ont augmenté de 61%. Avec plus de 90% de cette héroïne qui a été trouvée dans les rues britanniques, qui ont été tracés à l'opium qui a été cultivé en Afghanistan, selon des chiffres des Nations Unies. Les 16 villageois afghans qui ont été tués, incluant 9 enfants, ont été tués dans leur maison par plusieurs soldats américains. Un accident, on s'est parlé, un massacre qui s'est produit il y a quelques semaines, on en a parlé d'ailleurs. Puis là, vous avez des articles qui commencent à sortir, comme quoi que ces soldats-là, plusieurs de ces soldats-là étaient sous et riaient tout simplement alors qu'ils tuaient et brûlaient ces corps-là. Ça a choqué évidemment plusieurs des alliés de l'OTAN qui maintenant tournent leur dos des États-Unis puis se retirent des États-Unis suite à ce massacre. L'Australie qui va retirer ses troupes de l'Afghanistan plus vite que prévu. Pendant ce temps-là, l'OTAN, elle, déclare qu'il n'y a aucune raison de changer de stratégie de guerre en Afghanistan. Ben non, c'est fantastique. Voilà une définition classique de l'insanité, je veux dire, de la folie mentale. Donc, ça en fait une méchante quantité de nouvelles, là, je veux dire, pour vous montrer là, c'est quoi le terrorisme, c'est quoi qui se passe réellement aux États-Unis, dans le monde, c'est quoi le vrai terrorisme. Le gouvernement américain a payé des terroristes 100 pièces par mois ici. Ça, c'est Zaren Ahmadzai, un méchant nom, qui a plaidé coupable l'année passée d'avoir fait partie d'un plan. On appelle ces fameux suicide bombers, là, des gens qui arrivent avec des ceintures pour se faire sauter. Pour se faire sauter dans un réseau de transport de la ville de Londres. Et puis, lui a déclaré
il a donné des évidences que le gouvernement américain le payait 100 $ par mois alors qu'il était en prison. Donc voilà, ça continue comme ça. L'Iran qui a arrêté 15 espions et terroristes liés au service israélien. Les comment on les appelle, les colons israéliens, les colons juifs, ont lancé un assaut contre la délégation des Nations Unies à Al-Khalil. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des Jewish settlers, alors des colons juifs, ont lancé des tonnes, des pierres et des déchets sur un nombre de professeurs en loi étrangers, et puis qui participaient à une conférence à propos de la Palestine comme étant un membre aux Nations Unies, qui était tenue à l'université de Al-Khalil. Et puis ces gens-là, après ça, ils faisaient le tour d'une vieille ville là, qui se tenait proche de Beth Hadassah. Et là, on leur a lancé des déchets et des pierres comme ça. Alors imaginez les arriérés, incroyable. Parlant d'arriérés, vous avez la fameuse reine Béatrix, qui elle, Béatrice, qui vous avez son beau-frère, qui lui a appelé pour un contrôle obligatoire des naissances pour ce qu'il appelait les unfit. Alors, les gens qui souffrent soit de problèmes mentaux, des gens qui ont des problèmes de drogue, des patients psychiatriques. Alors on dit que ces gens-là ne devraient pas être en mesure de se reproduire. Alors on devrait les forcer sur des programmes de contrôle de la naissance forcée. Alors peut-être même les stériliser. Alors voilà une solution eugénique classique. Alors ces gens-là, je vous disais, les familles royales qui sont encore dans cette mentalité-là, hein. Donc, Israël continue, 26 Palestiniens morts à Gaza, un cessez-le-feu apparemment qui a été atteint, évidemment que ça ne tiendra pas, le Knesset qui discute d'un projet de loi autorisant les colons juifs à saisir les territoires palestiniens. Alors, évidemment que le gouvernement d'Israël qui n'a jamais voulu et ne veut pas la paix, tout ce qu'ils veulent, c'est plus de territoire par n'importe quel moyen nécessaire. OK? Donc, pendant ce temps-là, vous avez un document de l'IDF, du Tzahal, de l'armée israélienne, qui parle d'éviter les provocations médiatiques. Alors, on s'aperçoit que l'image d'Israël n'est vraiment pas bonne. Alors, on veut éviter les mauvaises images produites par l'armée israélienne. On essaie de minimiser ça. Vous avez un soldat américain qui a sacré un coup de crosse de fusil d'en face d'un reporter danois, si je me rappelle bien, là. Alors, ça n'a pas très bien paru au niveau international. Alors, évidemment que au lieu de cesser ces actes répréhensifs-là, hein, on veut simplement les dissimuler, les cacher. OK? Et puis après ça, quand on les révèle à la face du monde, on dit que c'est antisémite de faire ça. Oh my God. Pendant ce temps-là, on apprend que vous avez le premier Parlement juif européen qui a été inauguré à Bruxelles. Ben oui. Alors, j'imagine que ces gens-là jugeaient que le Parlement régulier n'était pas assez bon pour eux. Alors, pendant ce temps-là, vous avez une femme qui a été enlevée de la Air Force pour ne pas être juive. Alors, c'est Ali Abou Nima qui rapporte sur un incident assez dégoûtant. Alors, vous avez la Flight Sila. Alors, ça, c'est une action pour confronter les autorités israéliennes. Et puis là, vous avez Air France qui a demandé à savoir quelle était la religion d'une de ses passagers sur un vol de Nice à Tel Aviv. Et puis on l'a envoyée parce qu'elle n'était pas juive. C'est un incident qui est arrivé le 15 avril, confirmé par les officiels de Air France, et pourrait évidemment violer la loi internationale et la loi européenne pour avoir assujetti un passager à une discrimination religieuse, ce qui est complètement illégal. Imaginez seulement si un pays avait demandé qu'Air France questionne des passagers à propos de leur religion et aurait ordonné l'exclusion d'un juif. Imaginez!
Imaginez si l'Air France avait d'ailleurs, s'était d'ailleurs plié à cette exigence-là. Ça me fait penser à une citation rapportée d'ailleurs par Michael Rivero d'Ariel Sharon qui avait déclaré qu'Israël peut mettre les autres en procès, mais personne ne peut juger Israël. Ces gens-là sont au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Vous avez l'aéroport de Stockholm qui maintenant ont barré une compagnie israélienne parce que leurs méthodes d'inspection de sécurité sont complètement délirantes. Alors c'est Arkia qui a été obligé de cesser tous les vols vers Stockholm et à partir de Stockholm parce que la capitale refuse les méthodes israéliennes d'inspection de sécurité dictées par le Shin Bet qui sont absolument écoutez là, elles impliquent évidemment du profilage personnel et ethnique, du questionnement, des inspections sélectives basées sur un degré de risque à la sécurité. Alors c'est complètement aléatoire, biaisé, raciste, ainsi de suite. Et puis là, ben, on va arrêter tout ça. Donc, il reste juste à espérer que on n'ait pas une supposée attaque false flag, là, fausse attaque pavillon, sponsorisée par le Mossad pour punir la Suède, pour ne pas permettre ces demandes de sécurité excessive d'Israël. Vous avez Israël qui attaque un novelliste allemand qui s'appelle Günter Grass. L'ont accusé d'antisémitisme. Pourquoi? Ben, c'est assez incroyable. Vous avez Benjamin Netanyahu qui a mené d'ailleurs la barque remplie d'officiels israéliens dans une dénonciation vitriolique de Günter Grass. Et on l'a accusé d'antisémitisme après qu'il a écrit un poème qui attaquait l'État juif par rapport à son programme nucléaire. OK? Alors, il faudrait peut-être encore là rétablir une fois de plus lors de cette émission que l'antisémitisme est le fait de haïr les juifs pour être des juifs. Mais la critique des actions d'Israël n'est pas basée sur la race ou la religion, mais plutôt sur les actes, sur ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est extrêmement regrettable. Et c'est une fraude totale de la part d'Israël de semer la confusion à propos des deux. Alors, allez voir ça. Günter Grass, qui est un lauréat de Nobel, le prix Nobel de la littérature, a déclaré que Israël, et non pas l'Iran, était une puissance nucléaire hors du contrôle international. Donc voilà. On va se quitter sur ça. Tremblement de terre qui continue. Ici 6.7 au Chili. Important tremblement de terre. Le Mexique aussi qui voit son volcan du Popocatépetl, un volcan qui est en dormance. Lui se réveille. Alors, j'en parlais la semaine passée. Plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, c'est beaucoup de nouvelles.